Maître Trémollet-Villers a 1000 qualités de cœur, d'esprit et d'écriture. J'espère que vous ne rougirez pas. Et il a plusieurs qualités, et cette qualité fondamentale est celle de la fidélité. Voilà, si je peux me permettre de choisir parmi toutes vos qualités. Le Maître Trémollet-Villers a rencontré le prince Jean et est fidèle au prince Jean. Maître Trémollet-Villers a commencé avec Tixier-Vignancourt et à défendre des causes qu'on jugeait peu honorables et perdues. Il est resté fidèle à ses causes. Maître Trémollet-Villers a décidé d'être catholique et il défend encore Jeanne d'Arc alors que ça fait quelques siècles qu'elle nous a quittés. Voilà. Et Maître Trémollet-Villers, à travers son œuvre, défend obstinément la France et la langue française. Et là, il a réussi à établir un dialogue avec Cicéron. Et c'est de ce dialogue dont il va nous parler et où, miraculeusement, il réussira quand même à nous parler et de la France et de la langue française à travers ce dialogue avec un autre grand avocat comme lui. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Merci. Et pardon encore de mon retard, qui n'est pas imputable à la circulation, mais seulement à une erreur d'agenda. Je croyais que c'était 20 heures. Bon. Alors, merci de m'inviter à parler de Cicéron, parce que d'abord, pour moi, c'était un grand nom, c'était un grand homme, un grand orateur, un grand avocat, un grand politique aussi. Et puis, c'est devenu un ami, et c'est parce que c'est un ami donc que je viens en parler à des amis. Et cet ami, je l'ai rencontré à nouveau il y a 2 ans, pas tout à fait 2 ans même, il y a 18 mois, et c'est après cette autre rencontre que j'ai décidé d'en parler de façon beaucoup plus complète aujourd'hui, parce que j'ai trouvé en lui tellement de points communs, d'abord avec ce que j'ai pu vivre personnellement, mais avec ce que nous vivons, nous, que je me suis dit, mais en fait, Cicéron est quand même extraordinairement d'actualité. Il se trouve d'ailleurs que peut-être étais-je un peu focalisé par mon sujet, mais que depuis j'ai trouvé chez de nombreuses autres personnes, beaucoup plus savantes que moi, la même référence à Cicéron. J'ai vu Michel Onfray écrire, même parler être heureux comme un latin à Rome, et dire qu'en fait la sagesse la plus élémentaire de la vie était résumée par cet éminent confrère, et que cette sagesse ne changeait pas. Et puis j'ai entendu aussi Luc Ferry un jour sur une radio classique je crois, dire mais enfin si on se souvenait quand même de tout ce qu'a écrit Cicéron, les choses iraient moins mal. Bon. Donc je me suis dit, finalement, je ne suis pas tout seul dans mon cas. Et donc, je vais vous raconter ma rencontre avec Cicéron. Je vais vous la raconter de façon brève, parce qu'elle a quand même duré 9 nuits, et que nous n'avons que quelques minutes ensemble, quelques quarts d'heure. Alors, au départ, il y a une intuition de mon éditrice. Vous avez dit, cher ami, que j'avais défendu Jeanne d'Arc. Je n'ai pas défendu Jeanne d'Arc, parce qu'elle n'avait pas besoin de se défendre. Enfin, elle a besoin d'être défendue, mais elle s'est défendue toute seule. Mais c'est vrai que j'ai écrit en 2016 un procès de Jeanne, qui était une lecture attentive faite par un avocat des minutes du procès de Jeanne d'Arc. Comme ce livre a eu un certain succès, ensuite mon éditrice m'a dit « Qu'est-ce que vous pensez faire après ?» Et spontanément, je lui ai dit « Je vais faire un autre livre sur Jeanne d'Arc. » Alors, elle m'a dit, n'en faites pas ça, parce que tous les écrivains font ça. Ils pensent qu'ils font un second livre, et c'est le même que le premier, et ils s'en aperçoivent pas. Donc, il vaut mieux... Et de toute façon, ça sera pas aussi bien, ça sera raté. J'ai dit, bon, écoutez, vous êtes professionnel, moi je vous écoute. Donc, et puis nous avons parlé, elle m'a proposé d'autres procès. Et je lui ai dit, vous savez, après le procès de Jeanne, les autres procès, c'est comme après un alcool excellent et fort, ça fait de la lavasse, quoi. On dirait du Canada Dry après un cognac, quoi. Donc, bon, sauf le procès du Christ, mais là j'ai dit je rends les armes dans tous ceux qui y sont frottés avant moi, comme avocat, même Isorni que j'aimais beaucoup, même Jean-Marc Barrault, c'est raté. C'est raté, c'est au-dessus de mes possibilités.
Donc on a été là, quand tout d'un coup elle me dit « Et Cicéron ?» Je dis « Mais vous savez, Cicéron, pour moi, c'est un souvenir de classe, qui n'est pas forcément un très bon souvenir. Et puis j'étais un petit peu, comment dire, conditionné par ce que notre éminent Carcopino avait écrit sur lui, Les secrets de la correspondance de Cicéron, où on découvre un homme qui n'est pas tout à fait celui qu'on voit dans la correspondance. Bon, alors donc j'étais très sceptique. Et elle me dit, vous avez tort, vous devriez aller voir un peu ce qui est chez lui, vous trouverez des tas de choses, vous êtes avocat, lui aussi, vous aimez la politique, lui aussi, vous aimez la philosophie, lui aussi, bon, vous aimez la poésie, lui aussi, enfin vous verrez. Et je lui dis, bon, bah, écoutez, je vais réfléchir. Et là-dessus, je la quitte, et 48 heures après, exactement, je vois arriver à mon bureau les 60 volumes de la collection complète des Cicéron aux belles lettres. Avec un petit mot, commencez par la correspondance, vous verrez comme c'est passionnant. Mais dans les 60 volumes, je vous rassure, ils sont moitié français, moitié latin. Donc je lis le latin, et puis de temps en temps je vois le français, pour voir si je ne me trompe pas, bien sûr. Bon. Et donc ça va plus vite. Ça fait 30 volumes en fait. Et donc je commence par la correspondance, comme elle dit. Et je commence au hasard. Et nous étions en pleine affaire Fillon. Et je lis Mon cher Quintus, il écrit à son frère, comme tu le sais, je suis à Rome, nous sommes en pleine élection consulaire, tous les candidats sont corrompus, le pire c'est que les juges le sont aussi. Bah, j'ai dit là quand même, on n'est pas très loin de ce qui se passe chez nous. Bon. Et je continue, je continue, puis il est nommé proconsul en Cilicie, donc en Arménie. Il trépigne parce que là-bas il est loin de Rome, ça l'ennuie. Dès qu'il est loin de Rome, ça l'ennuie. Donc il veut revenir. Le proconsulat c'est 2 ans, mais il trouve qu'il a très bien travaillé, qu'il a réglé les problèmes. Et il écrit à ses amis en disant il faudrait quand même organiser mon retour. Maintenant je pense que j'ai fait mon temps. Et Atticus, son ami, lui dit ça y est, Marcus Tullius, ça y est, c'est fait. Le Sénat est très content de toi. On te prévoit d'ailleurs un triomphe, comme tous les bons proconsuls. Tu peux rentrer. Et Cicéron répond, hélas, je ne peux pas rentrer, la guerre éclate en Syrie. Alors, je me suis dit, quand même, entre la corruption des élections et la guerre qui éclate en Syrie, je suis dans le bain, quoi. Il avait raison, elle avait raison, mon éditrice Caroline Marot. C'est tout à fait de nos jours. Et je continue. Et je continue cette correspondance délicieuse, parce qu'en fait, je trouve chez lui un homme qui avait le sens très aigu de l'amitié, ce qui fait que cette correspondance qui parle de tout, de sa vie, de ses passions. Alors il m'est très sympathique parce qu'il a une passion, je ne peux pas dire que j'ai la même, parce que je n'ai pas les moyens de Cicéron. Dès qu'il voit une belle propriété, il faut qu'il l'achète. Même s'il n'a pas les sous, ça fait rien, il achète, il emprunte, il achète. Et d'ailleurs, un jour, dans l'avion, en allant dans notre petite propriété du village de Vivario, j'étais avec mon épouse et je lui ai fait lire quelques passages de Cicéron dans sa correspondance. Elle me le referme et rêveuse, elle me dit « Les avocats de ce temps avaient des moyens... » Je dis « Oui, très supérieurs aux nôtres, c'est sûr. » Et d'un autre côté, pour tenir toutes ces villas, il fallait quand même un nombre assez considérable de domestiques, qu'on appelait à l'époque des esclaves. Bon. Donc c'est un rythme de vie qui n'est pas tout à fait celui que nous pouvons avoir. Mais qui est un rythme très, très agréable parce que d'abord, on sent qu'il est passionné donc, par les belles maisons, la façon de les aménager. D'ailleurs, avec sa femme, Tullia, Terentia, c'est toujours très très pratique. Quoi. Les règles, les lettres et les corrections. Enfin, tout est très... bon, il faudra que tu t'occupes. Là, je suis passé, j'ai trouvé que c'était pas en très bon ordre et tout. Bah. Parce qu'il voyage énormément, avec derrière lui toute sa bibliothèque qui suit. Bon. Et donc d'ailleurs, je suis fasciné parce que c'est un homme qui a d'abord eu une vie professionnelle d'avocat extraordinairement riche, avec beaucoup de grands procès très difficiles, parfois se jouant sur le forum avec des interventions physiques. Il a même été battu à un certain moment, parce que la foule n'était pas d'accord avec ce qu'il disait, bon, qui a eu une vie politique très complète, puisqu'il a été
consul, qui a donc gouverné Rome, bon, et qui ensuite a énormément écrit sur la philosophie, et qui en plus a écrit une correspondance dont j'ai appris qu'il restait encore un nombre considérable de textes qui n'avaient pas encore été traduits. Donc je suis dans l'admiration devant cette activité intellectuelle, et je me demandais comment il faisait. Et en fait, il y a un petit secret, c'est qu'il avait un esclave, Thyron, qui était un esclave, mais en même temps un ami. Tellement ami qu'on avait envie d'être l'esclave de Cicéron. Quand il lui écrit Thyron, à un moment, est fatigué, il n'a pas pu prendre le bateau avec lui, il est resté à Athènes, et il lui écrit qu'il veut rentrer, car il pense que Cicéron a besoin de lui, et Cicéron lui répond, mais ménage-toi, je t'envoie les meilleurs médecins, ne te mets pas en danger, je tiens trop à toi. On se dit que là, on a un sens de l'esclavage qui n'était pas tout à fait ce qu'on nous avait appris. Et d'ailleurs, à la fin, il finira par affranchir Thyron, mais qui s'en fout, après tout. Il ne tenait pas tellement, il se trouvait très bien avec Cicéron. Donc Thyron, en fait, recueillait ce que Cicéron dictait, l'écrivait, corrigeait. Car en fait, Cicéron, il y a quand même quelque chose de très net, c'est qu'il écrit pour ses amis, mais il écrit peut-être aussi pour que finalement on lise ses lettres après, ce qui d'ailleurs est le cas, puisqu'on les lit encore aujourd'hui. Alors, autour de ce personnage, je commence à m'intéresser de plus en plus, et je me plonge dans les œuvres plus complètes. La République, les Tusculanes, là où vraiment il débat avec ses amis du coup des lois, du gouvernement, de la cité, de la souffrance, de l'immortalité de l'âme, de la vie, de la mort, enfin tout. Et une chose me surprend, que j'aurais dû savoir, mais je suis heureux d'être comme ça surpris et étonné. Aristote disait, le philosophe, c'est celui qui s'étonne. Alors donc, je suis peut-être un peu philosophe. Donc, je m'étonne de voir combien tout chez Cicéron procède par dialogue, et même plus que par dialogue, parce que le dialogue, c'est deux personnes, mais par conversation. Il y a toujours plusieurs personnes qui parlent. Et donc, on n'est pas, comme aujourd'hui, là maintenant, à subir le propos d'un seul. Mais c'est un propos qui se fait à plusieurs. Et contrairement à nos philosophes modernes, Kant, Hegel, Marx, qui commencent à la première page et qui vous laissent à la 2000e page, et on n'a pas eu le temps de réagir, il n'y a pas eu une opinion un peu divergente de la leur. C'est la massue qui vous tombe dessus, et vous adhérez à tout, ou vous rejetez tout, mais vous n'avez pas de choix. Tandis que chez Cicéron, eh bien, vous avez un qui dit cela, et puis il y en a un autre qui reprend, et qui dit mais c'est pas tout à fait ça, et moi je suis plutôt d'un tiers d'avis, et puis il y en a un quatrième. Et en fait, à ce moment-là, l'intelligence est toujours mise en éveil, et à ce moment-là, on a envie de rentrer dans la conversation. On se dit, mais en fait, je pourrais être avec eux là, plus modeste, et puis je pourrais dire mon petit grain de sel. Et on peut dire son petit grain de sel avec lui, et reprendre la conversation avec d'autres sages. Et je me suis aperçu qu'il avait invité dans ses débats et dans ses conversations énormément de morts de son temps. Alors, quand il a fallu composer mon ouvrage, d'abord j'avais pris énormément de notes, et puis ensuite je m'étais dit, je vais voir comment on a fait avant moi. Et donc je suis allé aux belles lettres, et j'ai vu des tas de livres qui étaient Cicéron et la mort, Cicéron et la vieillesse, Cicéron et la maladie, Cicéron et la politique, Cicéron et les lois, et je les ai pris pour les feuilleter, et révérence parlée pour les éminents professeurs qui les ont écrits, c'était fantastiquement ennuyeux. Et je me suis dit, moi j'ai envie de faire connaître Cicéron, et en fait, je ne vais pas procéder comme ça. Mais, procéder comment? Et c'est le fait qu'il a procédé par dialogue qui s'est installé dans mon esprit, et voici le commencement, le vrai, c'est ainsi d'ailleurs que mon livre commence, ça s'est déroulé avec un fait tout à fait précis, que j'ai vécu et que je raconte, et qui a déclenché chez moi l'écriture. C'était un jour d'été, dans la ville de Corté, qui est à 19 km de mon village, en Corse, au cœur de la Corse, et à l'heure de midi, qui est l'heure de l'apéritif,
déportés, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres villes de France. Et là, j'ai vu arriver à Corté, je ne sais pas s'il y en a qui ici connaissent, les messieurs, les graves messieurs cortenais, d'un âge assez avancé, qui vont prendre place l'un après l'autre pour la cérémonie de l'apéritif. On ne va pas boire un coup, mais on va quand même faire la cérémonie de l'apéritif. Et après s'être installé chacun noblement, la conversation a commencé, comme toujours, par les choses les plus élémentaires de la vie quotidienne. C'est comme ça que ça commence. Et donc là, c'était le prix des clémentines corses à 3,95 € le kilo. Ce qui pouvait faire un débat, et ce qui a fait un débat. Parce qu'il y en a un qui a dit, vous avez vu, 3,95 € le kilo, pour des clémentines qui viennent d'ici. C'est quand même cher, non? Alors, l'autre a dit, oui, c'est cher. Et puis, il y avait un savant au milieu qui a dit, oui, mais il faut vous expliquer qu'il y a les intermédiaires économiques. Enfin, il a fait un petit cours d'économie politique qui était un petit peu ennuyeux, mais qui a été interrompu par un autre qui a dit, enfin, de toutes les façons, même si c'est cher et que nous sommes pauvres, on peut se les offrir. Ah, oui, ça c'est vrai, on peut se les offrir. Mais il faut reconnaître que nous sommes pauvres. L'autre a dit, oui, nous sommes pauvres. Ça c'est sûr, pauvres nous le sommes. Mais à nos âges, tu sais, si près du but, il vaut mieux être pauvre. Parce que quand tu arrives de l'autre côté, le pauvre, il est mieux traité que le riche. Alors là, il y avait un silence. Et le savant qui avait parlé de l'économie politique dit, de l'autre côté, il n'y a rien. Un ton définitif, vous savez, c'est le début du De Rerum Natura de Lucrèce. De l'autre côté, il n'y a rien. Tout se dissout dans l'univers. Tout se dissout et tout disparaît. Il ne reste à l'état d'immortel que les électrons. Silence. Et tout d'un coup, celui qui était tout à fait au bout de la table et qui n'avait encore rien dit, s'il reste à l'état d'immortel les électrons, c'est qu'elle existe, l'immortalité. Je me suis dit, là commence une conversation méditerranéenne. Et à ce moment-là, mon épouse est arrivée, j'étais dans l'attitude normale d'un mari qui attendait son épouse, qui était chez le coiffeur. Bon. Donc elle est arrivée, et donc pour moi la conversation était finie, je suis parti, mais je me suis dit, je tiens mon sujet. Je vais inviter, Cicéron s'était invité là, avec le débat sur l'immortalité, donc je tiens mon sujet, et donc, mais après tout, pour ne pas me déplacer jusqu'à Corté, je vais l'inviter chez moi, à Vivario, dans mon village. Et donc il est venu 9 nuits de suite. Il est venu 9 nuits de suite et j'ai invité avec lui les morts. De temps en temps, il y a un ou deux qui sont des vivants d'aujourd'hui, mais que j'ai gardé soigneusement anonyme pour ne pas vexer les autres, parce qu'il aurait fallu inviter tout le monde, et la conversation n'était plus possible. Mais j'ai invité surtout les morts, et nous avons parlé. Et nous avons parlé, et vous verrez que, évidemment, la première chose dont nous avons parlé, qui n'était pas ce qui était prévu, je m'étais fait un petit plan pour qu'on parle de façon assez ordonnée des sujets de Cicéron. Le premier étant bien entendu les lois, la justice, la cité, la république, le gouvernement des hommes. Mais il s'est trouvé que le premier, ça a été finalement la vieillesse. Pourquoi? Parce que finalement, ils étaient presque tous passés de l'autre côté, donc de toutes les façons, la vieillesse les avait intéressés. Bon. Et puis c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les Français, qui intéresse de plus en plus les Corses, puisque nous vivons de plus en plus vieux, et que nous sommes donc de plus en plus nombreux à être vieux. Et donc le sujet se pose de savoir quel est l'intérêt d'être vieux. Bon. Et là, j'ai trouvé, Cicéron nous a énormément éclairés, parce que Cicéron, d'abord, commence à faire un éloge extrêmement vigoureux de la vieillesse. C'est le temps de la sagesse, c'est le temps de la maturité. D'ailleurs, dit-il, si la vieillesse n'avait pas cette autorité-là, pourquoi aurions-nous fait au sommet de l'État le Conseil des vieillards? Alors là, je lui dis, attendez, cher ami, confrère, aujourd'hui, qui voulez-vous qui veuille faire partie du Conseil des vieillards? Personne n'est vieux aujourd'hui. Même les quelques personnes âgées, peut-être, mais tout le monde est jeune. Bon, et les vieillards, ça n'existe plus. Bon. Alors, comme il est très conciliant, il a dit, mais
faites comme vous voulez, cher ami. Si vous voulez pas les appeler vieux, les appelez pas vieux. Mais de toutes les façons, la vie est faite de telle façon que vous avez l'enfance, vous avez la jeunesse, vous avez la maturité et vous avez la vieillesse. Donc de toutes les façons, que vous le vouliez ou non, c'est l'âge qui vient après l'âge de la force de l'âge, et qui est l'âge de la vraie, pleine maturité. Et puis disons, que demandez-vous à la vieillesse? Vous dites que la vieillesse a des inconvénients parce que vous n'avez plus l'agilité du corps. Mais est-ce qu'on demande aux vieux d'être agiles du corps? On leur demande d'être sages. Et ça ne s'apprend qu'avec le temps. Alors évidemment, nous sommes tous, tout le monde était tout content, tout heureux. Et puis il y en a un quand même qui est venu lui dire, mais enfin, Cicéron, vous êtes bien gentil, mais la vieillesse c'est quand même l'antichambre de la mort, hein. Bon, qu'on le veuille ou non. Bon. Et donc, et Cicéron le regarde et lui dit, mais comment pouvez-vous parler ainsi de la mort? Si votre temps s'est bien écoulé, si vous avez bien vécu ce temps, comment ne pas être familier avec la mort? Et comment ne pas voir que s'il y a quelque chose que nous n'avons pas à craindre ou à redouter, c'est bien la mort. Car de deux choses l'une, dit cet excellent dialecticien. Ou après la mort, comme le disent un certain nombre de philosophes, de prétendus philosophes, il n'y a rien. Et alors, qu'est-ce que nous avons à redouter? Ou alors, comme je le pense moi, il y a une immortalité bien heureuse. Et alors, mais alors, il faut plutôt souhaiter d'y aller. Il dit, quant à moi, je pense, et je préfère ça penser, qu'il y a cette immortalité bien heureuse. Et si jamais je me trompe, eh bien, les petits philosophes, les jeunes petits philosophes qui aujourd'hui se moquent de moi, eh bien, s'il n'y a rien après, ils ne viendront pas se moquer de moi après, puisque nous serons les uns et les autres dans un silence et complètement total. Donc, de toutes les façons, je ne risque rien, et je préfère vivre dans cette illusion, qui est une illusion féconde, que dans leur triste désespérance. Donc voilà. Alors, on était tous rassérénés, et on avait même peut-être envie, d'ailleurs, il le dit à un moment, parce qu'il pensait qu'il ne voulait pas nous abandonner dans l'idée que... C'était le premier soir. Il ne voulait pas nous abandonner dans l'idée que finalement, il se moquait de savoir si on était ou non immortel. Et il nous dit, voilà, je le dis, mais je ne sais comment mon âme... Il était debout, là, en train de partir. Bon. Mais il s'est dit, je ne vais pas le laisser cette idée que peut-être il n'y a rien, peut-être il n'y a pas, il y a quelque chose. Mais je ne sais comment mon âme, en se dressant, apercevait toujours l'avenir, comme si une fois sortie de la vie, elle devait enfin vivre. Non, s'il n'était pas vrai que les âmes fussent immortelles, les âmes de tous les hommes d'élite ne vous tendraient pas tellement vers l'immortalité et la gloire. Mais quoi? Si le sage accueille toujours la mort avec tant de sérénité, et l'insensé avec si peu, n'est-ce pas, dites-moi, parce que l'âme du premier, capable de distinguer mieux et plus loin, voit qu'elle part pour une destinée merveilleuse, tandis que celle de l'autre, dont le regard est moins pénétrant, ne le voit pas. Pour ma part, j'aspire vivement à voir mes pères que j'ai honorés et aimés, et je désire rencontrer aussi tous ceux, outre ceux que j'ai connus personnellement, les hommes dont j'ai appris, lu et écrit moi-même l'histoire. Et j'ai dit et écrit qu'au moment de mon départ, on aurait peine à me tirer en arrière, et si quelque Dieu m'accordait de quitter cet âge pour retourner à l'enfance et reprendre les vagissements du berceau, je refuserais net. Et je ne voudrais pas, parvenir pour ainsi dire au bout du chemin, être ramené de la ligne d'arrivée aux écuries. Alors il est parti dans cette première nuit. Je ne vais pas vous faire les neuf, hein, parce que d'abord si je vous fais les neuf, vous n'allez pas acheter mon livre et vous ne le lirez pas. Et donc ça serait dommage. Mais ça serait dommage pas parce que c'est mon livre, mais ça serait dommage à cause de Cicéron. Et donc déjà nous étions, je vais dire, largement captivés par la sagesse et surtout par la vivacité et l'enthousiasme qu'il manifestait dans ses propos, lorsque finalement on lui a dit, mais enfin il faudrait quand même qu'on en vienne à parler de la loi, un peu de la loi. Et là, Cicéron dit, bon ben alors, oui d'accord, je veux bien qu'on parle de la loi. Mais si nous parlons de la loi, il faudrait commencer à savoir ce qu'est l'homme et remonter à l'homme et à la divinité. Accepteriez-vous de pénétrer cette grave question que nous reprenions à sa source même, l'origine du droit? Alors quand même, vous savez, dans une soirée d'été au bar dans un village corse,
la philosophie du droit, à cette heure-là, c'est quand même un peu dur. Mais il a le génie quand même de savoir présenter les choses. Et il nous dit, cet être apte à prévoir et à déduire, complexe, doué de pénétration et de mémoire, plein de raison et d'intelligence, que nous appelons l'homme, a été créé dans une situation exceptionnelle par la divinité suprême. Alors on est resté un peu saisi, et même un de ses amis, Atticus, qui était venu, lui dit, mais enfin, grand Dieu, où vas-tu chercher l'origine du droit? Et Cicéron lui répond, mais l'origine du droit, elle ne peut exister que dans cette parcelle divine qui se tient à l'intérieur de l'homme et que nous appelons la raison. Car c'est la raison qui peut nous dire ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal. Or, cette raison, quand je dis que c'est une étincelle divine, c'est parce qu'elle ne vient pas, il suffit de regarder, de tous les éléments autres qui composent notre être et qui sont fangeux, putrides et corruptibles et qui disparaîtront. Donc elle vient d'ailleurs. Et si elle vient d'ailleurs, d'où peut-elle venir sinon des dieux? Et donc, par la raison, nous avons une société avec les dieux. Et nous vivons en société avec les dieux par la force de la raison. Et ainsi, ce qui fait l'unité entre l'homme et la divinité, entre les hommes et les dieux, c'est la droite raison qui est la loi. Là, on s'est dit, il était même de chercher très très loin, mais du même coup, s'il est allé chercher si loin, c'est que cette loi est la même pour tous les hommes, parce que tous les hommes ont la même raison, et que tous les hommes sont des animaux raisonnables. Et donc, que nous soyons dans ce petit village de la Corse, que nous soyons à Rome, que nous soyons à l'autre bout de l'univers, à partir du moment où on est homme, on a accès à la même raison, on a accès à la même loi, qui est le même ordre, et qui, même s'il y a des variations extraordinairement diverses dans l'humanité, selon les époques, les langues, etc., le fond demeure rigoureusement le même, car nous portons tous en nous, par notre nature d'homme, le sens du vrai et du faux, du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Alors, l'un des confrères qui était là, parce que j'ai oublié de vous dire que Vivario, mon village, c'est un village d'avocats. Il y a certains étés où on s'était compté jusqu'à 32 avocats présents l'été, un barreau en vacances. Et donc il y en a qui lui disent, oui, mais d'accord, mais ça c'est bien joli. Mais le droit, la loi, pour nous, c'est ce qui a été dicté par l'État. Et ce qui est sanctionné par le président de la République qui l'a signé et l'a promulgué. Comment peut-on dire une chose pareille? Alors si c'est ça, si une assemblée décidait que le mal est le bien, vous considéreriez que le mal est devenu le bien. Alors, dit-il, on pourrait justifier les faux serments et l'adultère. Vous ne savez pas qu'on pourrait justifier le mariage entre personnes du même sexe. Ça, je pense que pour lui, ça c'était dans un univers qui était tout à fait inimaginable. Mais c'est pas parce que... Ou alors, dit-il, et vous prenez tous les édits des tyrans pour la loi. Mais personne ne l'a jamais pris. Et nous savons tous, au fur et à mesure du déroulement de l'histoire, que ces lois, ces fausses lois, sont un jour rejetées et que l'homme revient systématiquement à ce qu'il a à l'intérieur de lui et qui est la loi de la nature. La loi naturelle qui est à l'intérieur de l'homme, quel qu'il soit, du moment qu'il est homme. Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Cette apologie de l'humanité m'a valu un succès, je le dis, parce que j'en suis très très fier. C'était la première fois que j'ai présenté ce livre à Bastia, donc juste après sa sortie. J'avais réservé un peu ma première, c'est normal, à Lille, dans laquelle Cicéron avait accepté de venir, et il y avait une cinquantaine de personnes à peu près. C'était dehors, sur les hauteurs de Bastia, au mois de mai, comme aujourd'hui, mais il faisait quand même beaucoup plus chaud, puisqu'on était dehors. Et je voyais devant moi, alors c'était très bien organisé, la dame qui avait organisé avait préparé un certain nombre de questions, donc
Elle avait tellement bien préparé ses questions qu'une fois qu'elle m'a lu les questions qu'elle m'avait préparées sur mon livre, je lui ai dit, Madame, si vous m'aviez posé ces questions avant, j'aurais écrit mon livre autrement. Alors maintenant, trop tard. Donc elle avait compris mieux que moi ce que Cicéron disait. Et donc je répondais à ces questions, et puis je voyais dans la salle, enfin c'est pas une salle, je voyais dans le groupe, une dame qui était un peu vers le fond, qui chuchotait à l'oreille d'une autre, et puis qui est partie un peu avant la fin. Alors après, comme il y avait ce que nous appelons en Corse un spuntino, c'est-à-dire un petit intermède de nourriture, quoi, de vin et de charcuterie, je vais voir la dame qui était à côté de celle qui est partie, et je lui dis, excusez-moi, j'ai vu qu'il y avait une dame qui avait écouté, puis qui vous parlait, puis qui est partie avant, est-ce que j'ai dit quelque chose qui l'avait choqué? Enfin, non, pas du tout. Elle m'a montré, faites bien de venir, parce qu'elle m'a dit qu'elle était obligée de partir, parce qu'elle avait une nécessité familiale, donc elle était obligée de partir. Mais elle m'a dit précisément de vous dire ceci. Je viens de prendre ma retraite. J'ai fait 34 ans comme journaliste à l'Humanité. Je n'ai jamais entendu parler, pendant mes 34 ans de journalisme à l'Humanité, de l'Humanité comme en a parlé ce monsieur. J'ai dit, je me le garde comme une décoration. Parce que c'était exactement ce que disait Cicéron. Parce que c'est pas moi, c'était lui, bien sûr. Et qui avait ce génie, surtout dans cette île, de parler de l'attachement spontané, naturel, qui est le plus vrai de l'homme avec ses racines les plus étroites, les plus proches de lui, les plus profondes aussi, qui sont celles de son village, celles de sa famille, puis de son village. Et en même temps, du même mouvement, il est à la fois l'homme de ce village, l'homme de Rome et l'homme de l'univers. Et il n'y a pas la moindre contrariété, il n'y a pas le moindre joint de dilatation entre cette réalité qui va du plus particulier au plus universel, parce que c'est humain. Et parce que, reprenant toujours le vers de Terence, je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et c'est la grande noblesse de l'homme, et c'est la grande noblesse de l'homme parce que c'est l'animal raisonnable, et comme c'est l'animal raisonnable, c'est, comme dit Cicéron, un animal divin. Ne rabaissez pas, dit-il, l'homme à un animal en train de paître et de se reproduire, alors que c'est un animal divin. Le seul qui ait reçu de la nature le fait de se tenir debout et de regarder le ciel, parce que c'est là qu'est sa véritable patrie. Bon, on était quand même, comme on dit aujourd'hui, scotché. Alors je vais vous dire juste, après on va... allez-y, répondez, cher ami. Donc je cherche le passage où... alors c'est plus lui, c'est Scipion. Voilà. Alors là, il était parti dans alors, oui, il était tellement parti dans l'éloge de Rome que il avait appelé, enfin un certain nombre de ses disciples étaient venus, et il y avait même Saint Augustin qui était venu, parce que Saint Augustin était quand même très très cicéronien. Et alors il y avait juste parmi nos personnes qui étaient là, les personnes qui étaient là, il y avait un jeune homme qui disait oui d'accord c'est bien joli, mais en fait là on parlait du bonheur, mais le bonheur c'est la satisfaction des passions, au moins la satisfaction des besoins. Et là c'est Saint Augustin qui a pris la parole et qui a dit à ce jeune homme, le bonheur n'est pas le même pour un bélier et pour Scipion l'Africain. Et comme Scipion l'Africain était là, Cicéron a repris, en prenant la modèle de Scipion, et en disant, en fait, vous voyez, tout reposait là-dessus. C'est ça qui... Aux mœurs antiques et aux héros, Rome doit sa grandeur. Car ni les héros, sans l'appui des mœurs publiques, ni les mœurs sans le secours de ces héros, n'auraient pu ni fonder, ni maintenir si longtemps un si vaste et si puissant empire. Que restait-il, nous dit-il, dans la fin de mon existence terrestre, de ces mœurs antiques auxquelles Rome devait sa grandeur?
elles étaient tombées dans l'oubli. Loin de ces pratiques, on ne les connaissait même plus. Et les héros, qu'en dirais-je? C'est la disette des héros qui a entraîné la perte des mœurs. Et c'est une perte dont nous avons dû rendre compte, un crime dont nous n'avons pas pu nous disculper. Hein? Écoutez, franchement, si époque actuelle, car ce sont nos vices et non les circonstances malheureuses qui ont fait que la République a péri réellement et que nous ne connaissons plus que le nom. Et alors Scipion, qui était là, est intervenu à la demande de Cicéron, et lui dit aussi: ai-je enseigné à mon fils la hauteur de la tâche politique. Et c'est par cet enseignement transmis de génération en génération que Rome a rempli sa vocation dans le temps et dans l'espace, jusqu'à ce que les soi-disant élites oublient leur mission et déposent lâchement leurs responsabilités politiques. Je dis Rome, hein, on pourrait dire le royaume de France, hein, mais pas besoin que je fasse des... Voici les mots que j'employais, dit Scipion. Pour animer ton zèle envers la patrie, apprends, ô mon fils, qu'une place fixe est marquée, qu'un bonheur éternel attend au ciel tous ceux dont les travaux ont conservé, soutenu et agrandi la République. Car le Dieu, modérateur de tout, ne voit rien d'un œil plus satisfait que ces assemblées, ces sociétés d'hommes réunis sous l'empire des lois qu'on appelle des cités. C'est ici, du ciel, que partent ceux qui les gouvernent et les protègent. C'est ici, au ciel, qu'ils reviennent. Ce passage, vous le trouverez en exergue dans la balance intérieure de Maurras. D'un poème, je voulais l'apporter, je ne sais plus, je me rappelle très bien, parce qu'il l'avait mis, et il y a, d'une certaine façon, tout l'esprit de Maurras dans ces quelques lignes, et qui est le même 2200 ans après que celui de Cicéron, parce que c'est celui de toujours. Et c'est aussi, et encore, l'esprit d'aujourd'hui. Et il continue. Les hommes, dit Scipion, non, Cicéron intervient et lui dit: quand tu nous enseignais ainsi, Scipion, ton fils te demandait si tous ceux que nous croyons morts étaient vivants. Et je lui répondis, dit Scipion, sans doute ils vivent. Tous ceux qui, débarrassés des entraves du corps, se sont échappés de cette prison. C'est ce que nous appelons la vie qui est la mort. C'est vrai quand même. Les hommes sont nés pour embellir ce globe que tu vois au milieu de l'espace et qu'on appelle la Terre. Les écologistes sont loin d'avoir inventé, n'est-ce pas? Les hommes sont nés pour embellir ce globe que tu vois au milieu de l'espace et qu'on appelle la Terre. Ils ont une âme immortelle émanée des feux éternels. Et je vous dis ce que je disais à mon fils: à l'exemple de ton aïeul, de moi ton père, cultive la justice, la piété, aime tes proches, tes parents, mais plus encore ta patrie, c'est le chemin du ciel. J'avais pas besoin d'aller plus loin. Je pourrais aller plus loin, mais je vais quand même vous laisser un peu sur le désir, vous, d'aller plus loin. Parce qu'après, après, vous trouverez l'éloge de tous les grands sentiments humains, et surtout, alors on va terminer avec lui, l'éloge de l'amitié. Je dis que ce qui faisait le charme de Cicéron, dans ses lettres, c'était la délicatesse de l'amitié. Dans les lettres de Cicéron, il y a passage politique, passage philosophique, passage littéraire, passage très personnel de sa vie de famille, mais il y a surtout énormément de lettres de recommandations. Parce que à Rome, tout l'univers dépend de Rome. Et à Rome, tout dépend de quelques familles. Donc on se recommande les uns aux autres. Et c'est que la recommandation, c'est une méthode très méditerranéenne que Cicéron employait avec beaucoup d'art. Mais ce qui est frappant, c'est de voir quelle délicatesse il met dans le moindre mot, même pour recommander un neveu, ou un cousin, ou un enfant, ou le fils d'un ami, ou un jeune homme dont il dit qu'il est plein de science et de talent et qu'il faudrait bien que ce jeune homme fût accompagné. On voit d'ailleurs, il recommande à César, avec lequel, dans un premier temps, il est bien, ensuite il n'est pas bien du tout, parce que lui, il est pour Pompée, qui est un de ses amis.
Mais comme il a le jugement politique très sûr, il dit Pompée est un grand ami et c'est un grand général. Mais César, c'est un génie. Et donc, entre les deux, il n'y a pas de... c'est certain, c'est César qui l'emportera. Et donc, là, on n'est pas encore, c'est pas encore au temps du conflit. Donc, il recommande un jeune homme qui part comme dans le cabinet de César, comme jeune juriste. Et qui accompagne César dans la guerre des Gaules, et qui accompagne César jusqu'en Angleterre, et qui écrit d'ailleurs d'Angleterre, une lettre mettait environ 15 jours pour venir d'Angleterre à Rome. C'est pas mal quand même. Et qui écrit, dans ce pays, il n'y a vraiment rien à en tirer. Sauf les esclaves, car les hommes sont très beaux. Voilà. C'est un beau compliment pour le physique des Anglais. Pour le reste, c'est pas emballé. Hein. Bon. Mais, et on voit comment fonctionne c'est toute cette... Et donc il met une délicatesse extraordinaire dans le moindre mot de recommandation. Et c'est donc c'est pas seulement une habileté de plume, c'est une politesse de l'âme. On sent qu'on ne s'adresse pas n'importe comment, avec un texto brutal. Alors, il ne fait pas un tweet, hein. Bon, même quand c'est très bref, il sait dire exactement ce qu'il faut. Et pourquoi ? Parce que pour lui, la bienveillance, et ça c'est le fond de l'âme de Cicéron, la bienveillance est ce qui fait le lien social. La bienveillance est à la source du droit. Il y a quelques jours, un groupe de jeunes avocats et futurs magistrats m'ont demandé de présenter un peu Cicéron, enfin l'amitié, le droit et l'amitié. J'ai dit pour Cicéron, l'amitié est la source du droit. Alors que pour vous, et pour nous, ce qu'on nous a enseigné dans nos facultés, c'est qu'en fait le droit, c'était une guerre. Le droit était guerrier. Et le droit était guerrier, le droit c'était la lutte des droits. Des droits, des déclarations des droits de l'homme, et les droits de l'homme sont en lutte les uns avec les autres. Bon, c'est la lutte des droits subjectifs. J'ai mon droit, et toi tu as ton droit, le salarié a son droit, et le patron a son droit, et l'autre a son droit, etc. Et c'est dans la composition de ces droits qu'on arrive à faire vaguement une espèce d'équilibre, etc. Rien de tel chez Cicéron. Cicéron, quand j'ai eu le malheur d'essayer d'esquisser notre théorie moderne du droit, il m'a regardé, il m'a dit « Mais de quoi me parlez-vous ? Enfin, vous qui êtes né dans cette île, là, façonné par les Phéniciens et les Grecs avant que Rome ne vienne, vous êtes encore à dire des choses comme ça, de barbares, de sauvages. Le droit provient de la bienveillance que les hommes ont naturellement pour les autres hommes. Je dis, mais comment pouvez-vous dire ça ? Vous qui avez vécu toutes les révolutions de Rome, la guerre civile qui a fini quand même la tête coupée sur ordre de Marc-Antoine avec la complicité d'Octave, enfin, c'est quand même, vous savez quand même toutes les violences. Oui. Mais à la source même de la société, il n'y a même pas le besoin, parce que moi j'avais dit c'est le besoin que l'homme a de l'homme, le besoin de celui qui simplement, l'homme qui est dans la peine, qui a besoin de quelqu'un qui lui tende la main. Mais si c'était ça, ce ne serait qu'un rapport d'intérêt. Et si c'est un rapport d'intérêt, c'est pas la justice. Ce qui est à la racine même de l'organisation de la société et donc du droit, c'est beaucoup plus que le besoin de l'homme par l'homme, c'est l'amitié de l'homme pour l'homme. Et l'amitié de l'homme pour l'homme, c'est le même mot qu'amour, c'est l'amour de l'homme pour l'homme. C'est comme ça que ça commence. On lui dit, mais la haine, et la haine vient après. La haine vient après, et c'est vrai, et il faut lutter contre elle. Mais au commencement, si vous n'avez pas cette bienveillance et cette amitié, vous n'avez rien. Et la philia, donc l'amitié, est la racine de toutes les sociétés. Et l'amour est au fondement de la cité. Là aussi, on était quand même tellement scotché que finalement, on lui a dit, vous avez raison, il a dit, regardez comment ça commence chez vous. Il y a l'amour entre un homme et une femme, d'où viennent des enfants, et puis ensuite la famille s'étend. Comme la famille s'étend, il faut qu'elle aille un peu après, et elle crée des cités, et puis les cités s'étendent, etc. Mais il faut que le lien se continue et se maintienne. Et tout l'art politique, et tout le rôle du législateur, est de faire des lois et des mœurs qui entretiennent cette amitié. Et si vous ne le faites pas, alors là j'ai cru qu'on était en pleine... C'était avant les Gilets jaunes. Et si vous ne le faites pas, vous aurez ce que toutes les cités dans lesquelles on ne l'a pas fait,
c'est-à-dire la guerre des pauvres contre les riches. C'est la loi des cités, vous avez la guerre des pauvres contre les riches, la lutte des classes, comme disait Marx, ou vous avez l'amitié. Et vous n'avez pas véritablement de choix entre les deux. Et quand le gouvernement ne s'occupe pas d'entretenir et de protéger l'amitié dans les cités dont il a la charge, eh bien ces cités explosent. Et elles explosent dans la guerre et dans la revendication et dans le pillage et dans les choses qu'on casse et dans le feu, etc. Voilà mon Cicéron, qui, je dois dire, quand même, me paraît aujourd'hui je dirais même pas d'une actualité, parce que comme il est intemporel, il est forcément actuel, mais surtout une nourriture, quelque chose qui peut nous apporter, d'abord parce qu'il dit très bien les choses que nous disons mal, plus mal, et puis en plus, il le dit avec la sagesse d'il y a 22 siècles. Et donc, ça prend quand même du relief, ça prend quand même de la force, et ça nous conforte, et ça nous installe, ça nous dit que la sagesse des nations, et donc la prospérité des nations, et donc la sagesse d'aujourd'hui, elle est là, elle est la même. Et c'est vraiment, vous avez dit qu'on finirait par parler de la France, et oui, parce que nous sommes nés de là. Nous sommes nés d'ici. Ce qu'il y a de fascinant chez Cicéron, là, c'est même pas de l'impérialisme, c'est que l'idée que Rome doit gouverner l'univers, il ne l'exprime même pas parce que c'est évident. Il n'a pas le moindre doute sur la vocation de la ville dont il est l'un des citoyens. Citoyen acquis, parce qu'il n'était pas né à Rome. Et donc il y a cette tranquillité de la domination, non pas parce qu'il y a une volonté de dominer ou d'écraser, mais parce que c'est ainsi. Parce que c'est la vocation qu'a reçue Rome, parce que Rome est la patrie de la raison et du droit. Étant la patrie de la raison et du droit, il faut qu'elle fasse bénéficier l'univers entier de cette raison et de ce droit. Et son sens de l'incarnation la plus étroite est en même temps le sens de l'universel. Nous, Français, nous avons hérité cet esprit. Nous sommes nés de cette civilisation, nous en sommes nés par Cicéron, nous sommes nés ensuite par l'Église, et d'ailleurs, je comprends que les siècles chrétiens aient quasiment canonisé Cicéron. Voilà. Après, maintenant que j'ai fini mon livre, je vais peut-être écrire un second livre sur Cicéron. Mais parce que, en fait, je me suis aperçu, ce que je ne savais pas, c'est que le Moyen-Âge, la Renaissance aussi après d'ailleurs, et jusqu'à la Révolution, après dans des termes qui étaient quand même... Mais enfin, ça sent quand même qu'il fallait quand même, pour se légitimer, il fallait se retourner vers là. Et on prit ce dépôt comme étant véritablement là où nous devons aller. Il y a même des livres qui ont été publiés par la faculté de théologie de Louvain, qui est la théologie de Cicéron. Et parce que je vous passe, il y a toutes les conversations sur les dieux, sur la divinité. Et donc, on sent que quand il dit le Dieu avec un D majuscule, on n'est pas très très loin du vrai Dieu, même s'il n'a pas connu puisqu'il est mort avant. Mais il y a donc vraiment enfin non seulement une proximité, mais il a porté, et il a porté une philosophie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il arrive, alors 60 ans avant Jésus-Christ, avant la venue de Jésus-Christ, et il arrive et il a fait cette œuvre immense, finalement, quand on y réfléchit, il a vulgarisé. Il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé du tout. Mais il a vulgarisé, avec génie, pour Rome, et donc pour l'univers, toute la pensée qui a précédé. La pensée de Platon, la pensée d'Aristote, la pensée d'Épicure, toutes les philosophies qui ont précédé ont été, la pensée de Pythagore, ont été comme rassemblées par lui, comme présentées, avec leur nuance, avec leur diversité, avec leurs conflits, etc. Mais il en a fait comme une espèce d'énorme cadeau au monde qui vient. Et quand on regarde ça avec le recul d'aujourd'hui, on se dit, mais c'est comme une préparation de l'intelligence universelle au message de l'Évangile. C'est tellement cohérent, ça va tellement ensemble, ça prépare le terrain. Alors évidemment, il y a le message de l'Évangile, je ne vais pas dire des choses, ce n'est pas un message naturel, c'est un message surnaturel. Et chez Cicéron, il n'y a pas de surnaturel, il y a
le pressentiment du surnaturel, il y a l'aspiration vers le surnaturel, mais il n'y a pas le surnaturel. Mais ce surnaturel n'était pas possible s'il n'y avait pas une base naturelle aussi saine, aussi donnée, et aussi cohérente avec le surnaturel qui arrive. Entre la nature et la grâce, il y a véritablement un lien qu'on voit à l'œil. Alors après, avec les difficultés du temps, il a fallu 3 siècles pour que les Romains apprennent quelle était vraiment leur vocation, comme Athènes aussi. Il a fallu. Et Jérusalem, elle n'est toujours pas arrivée. Mais donc, il y a quand même il y a une préparation extraordinaire, et ça donne, j'allais dire, une espèce d'ampleur, de tranquillité, comme il disait d'ailleurs, de tranquillité de l'ordre, qui est le vrai nom de la paix. Ça donne une véritable paix intérieure. Parce que quand on sort de ces conversations avec cet homme, on se dit, mais en fait, nous sommes assis, nous en France, nous sommes assis sur une civilisation merveilleuse. Merveilleuse, unique et universelle. Et comment pouvons-nous douter de sa continuité et de son renouveau, puisque depuis 5000 ans, c'est la même. Depuis que les hommes commencent à penser et à écrire, c'est la même. Et il nous faut simplement, ce que dit Cicéron, gardez-la, élaguez ce qui ne va pas, parce que chaque génération apporte des choses qui ne vont pas, etc. Et revenez à l'essentiel, qui était le message sur lequel Maurras termine sa déclaration à son procès, du vrai, du juste et du bien. Alors maintenant, s'il y a une conversation, c'est à votre disposition. Oui, Cicéron et Virgile. Oui, bien sûr. Question. Cicéron et Virgile. Alors, mais Virgile, ce serait une autre conférence. Hein. Ils sont pas très loin dans le temps. Ils sont même... parce que Virgile meurt en 19 avant Jésus-Christ, tandis que Cicéron meurt en 64 ou 65 avant Jésus-Christ. Mais Virgile, c'est la même... C'est ce que vous dites, Virgile, c'est la même préparation. Sauf que Virgile, comme dit Maurras, c'est l'aube d'évangile, lui, alors, carrément. Parce que... Alors, je sais bien qu'on s'est moqué là, de l'interprétation chrétienne de la 4e églogue, quand toi, petit enfant, commences par reconnaître ta mère à son sourire, incipé parve, puer, risu, cognoscere, matrem, commence, petit enfant, à connaître ta mère par le sourire. On ne sait pas d'ailleurs si c'est le sourire de la mère ou si c'est le sourire de l'enfant, c'est le sourire des deux. Et ce petit enfant, on verra fermer l'âge de fer et ouvrir l'âge d'or quand revient la Vierge. Non, les premiers chrétiens, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ce mec, c'est mieux que ça. Mais ils aussi, c'est un prophète païen, mais c'est un prophète. Et en fait, vous avez c'est le même courant, parce que l'Énéide, l'Énéide peut se résumer d'une certaine façon à ce que Anchise, qui est aux enfers, dit à son fils aîné quand Aîné va le visiter, et ensuite lui fait la grande prophétie de ce que va être Rome, et lui dit, toi, Rome, memento, Roma, souviens-toi, Rome, que tu es né pour dominer l'univers. Donc on est dans le même climat, et ce même climat, Cicéron, lui, il est mort, assassiné par Marc-Antoine avec la complicité d'Octave, et Octave devient Auguste, et Auguste accomplit en plénitude politiquement ce que Cicéron voulait. Et donc Cicéron pressentait que ça se ferait, mais c'est Auguste qui le fait. Et Virgile, c'est le chantre d'Auguste. Virgile, c'est l'homme à qui Mécène, le ministre de la Culture, enfin, bien mieux que ça, bref, d'Auguste, commande les œuvres qui sont nécessaires pour le redressement de l'Empire. C'est-à-dire les géorgiques pour ramener les gens à la terre, et l'Énéide pour dire à l'univers entier ce qu'est la mission de Rome et d'où vient Rome. Et tout ceci se passe, se termine tout proche
de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et on comprend que Bossuet, quand il lit cela, il voit ça, il dit, mais enfin, tout se rassemble pour préparer la venue de Jésus-Christ. Et c'est vrai, le pays le dira après, et les légions romaines avaient marché pour lui, et les philosophes avaient écrit pour lui, et tout. Et je vous dis, maintenant, moi je dirais pas que je pense qu'à ça, mais c'est vrai que j'ai fait toute l'année depuis le mois d'octobre, pour un groupe de jeunes gens, un parcours qui s'appelle le parcours Socrate, et dans lequel, donc qui commence à Homère et qui finit à Jeanne d'Arc, bon, et qui dit, en fait, cette réalité que beaucoup de gens ont dit beaucoup mieux avant moi, mais dont je n'avais pas pris la pleine conscience, à savoir combien cette antiquité, cet Ancien Testament païen, comme disait Pinouze, nous a préparé notre civilisation, nous a préparé la révélation, a préparé la terre pour la révélation, a préparé l'intelligence pour la révélation. Donc il y avait bien un plan de Dieu. C'est pas un truc inventé par des mystiques. Je veux dire, c'est un plan ça se voit, ça se mesure, et quand on regarde, évidemment, si on regarde cette antiquité avec un pur regard d'érudit, en disant ben, je vais rechercher exactement ce qu'a dit Cicéron, si c'est bien lui qui l'a dit, etc. Tout ça, c'est admirable. Moi, je suis en pleine admiration. Mais si on en reste là, c'est de l'archéologie. Mais si on dit, mais attendez, il a écrit ça, voyons, à quelle époque, à quel moment? Et si on le met en comparaison avec ce qui s'est passé après, on ne peut pas ne pas dire, comme les prophètes ont préparé Israël à la venue du Messie, de la même façon, les païens ont préparé la terre à la venue de Jésus-Christ. D'une autre façon, une façon païenne, mais ils ont préparé. Et alors après, si vous continuez, si vous prenez les métamorphoses d'Ovide, vous avez la somme complète du paganisme. Vous avez toute la somme, c'est la somme théologique du paganisme, les métamorphoses d'Ovide. Et à la fin, Ovide ferme toute la boutique en disant « Et après eux, moi je vivrai ». Donc c'est terminé. Il a fait le magasin d'Antiquité des dieux, il a tout présenté et tout. Et il y a un appel à autre chose. Donc à quelqu'un d'autre. Et ça, alors là, pour le coup, c'est publié en 2 ou 3 après Jésus-Christ. Donc en fait, on le voit. On le voit avec les yeux de la raison. Et donc je trouve que pour la foi catholique, c'est un apport, c'est une nourriture fantastique. Voilà. Maître, bonjour et merci pour tout ce que vous avez dit. Vous avez dit que le mal est devenu le bien aujourd'hui. Et votre conclusion est très claire. Élaguer ce qui ne va pas, garder l'essentiel. Il n'y a pas de doute que la multiplication des lois est telle aujourd'hui, avec des lois inutiles, vous l'avez dit, ou des lois qui ne sont peut-être pas bien préparées. Que font les avocats pour limiter le nombre de ces lois, pour faire en sorte qu'on retrouve une certaine sagesse? Nous n'y comprenons plus rien quelquefois. Merci. Cher docteur, je vous reconnais bien dans cette question, mais je vous répondrai, les avocats subissent comme les autres, parce que nous ne sommes pas des législateurs. Nous sommes des praticiens du droit. L'avantage que nous avons, si on peut dire, c'est que le droit pour nous est un instrument à la recherche de la justice dans les cas qui nous sont confiés, avec la méthode qui est la méthode aristotélicienne, cicéronienne, etc., du pour et du contra. Il y en a un qui dit tout ce qu'on peut dire pour et l'autre qui dit tout ce qu'on dit contre, et puis le juge va trancher, et d'essayer de remettre dans ce maquis des lois un petit peu d'ordre et un petit peu de justification, ce que normalement la jurisprudence peut apporter. Bon. Mais je dois dire qu'à la lecture de ces pages de Cicéron, et en me souvenant de mes études à la faculté de droit, et en voyant les études de mes enfants à la faculté de droit, et maintenant de mes petits-enfants, ben, je suis obligé de dire que le droit moderne a perdu toute assise dans ce domaine. D'ailleurs, les lois n'ont plus le sens, elles sont plus faites dans l'ordre de la justice, elles sont faites dans l'ordre de la réglementation
de la réglementation du moment. Il se passe quelque chose, il faut faire une loi. On fait une loi, il faut toujours faire une loi. Il y a un accident, on fait une loi. Maintenant, on va peut-être faire une loi pour interdire qu'il y ait des cathédrales qui brûlent. Bon, bon, on est dans un domaine où alors le législateur est la réponse. Mais que fait l'État? L'État fait une loi. Alors il y a un exemple qui me paraît extrêmement frappant, c'est celui de Richelieu avec au temps des duels. Vous savez que les duels ensanglantaient le temps de Richelieu, c'était avec le point d'honneur. Bon. Et donc c'était quand même un véritable fléau. Et Richelieu le roi, Louis XIII, s'en ouvrait un jour à Richelieu et disait à Richelieu, il faut prendre un édit, quelques édits vigoureux pour interdire les duels. Et Richelieu lui répond, il raconte ça dans son testament, sire, c'est inutile. Ces édits existent depuis longtemps. Ce qu'il faudrait, c'est que vos procureurs généraux les appliquassent. et en fait, ils ne les appliquent pas. Et certains même, dit-il, tiennent à honneur de loger chez eux ceux qui ont enfreint les édits. D'où, lorsqu'il y a les deux jeunes gens, Bouteville et Deschapelles, qui se battent devant la porte du Louvre pour montrer qu'ils se moquent des édits, il les fait arrêter et en fait couper la tête. Et il dit lui-même dans son testament, c'est la mesure la plus difficile que j'ai eu à prendre. Les larmes de leurs femmes me touchaient sensiblement. Et moi-même, j'étais porté sur le point d'honneur, car Richelieu est un noble, Richelieu est un guerrier, et donc il comprend très bien le point d'honneur et le duel. Mais, dit-il, enfin, on sent que là, c'est une lutte contre lui-même. Et il termine en disant, un peu de sang en a épargné beaucoup. Car à partir de ce moment-là, il n'y a plus, ça s'est terminé. On a été, la vogue des duels, c'est terminé. Donc en fait, il disait au roi, sire, pas à peine de faire une loi supplémentaire. Elles existent, les lois. D'ailleurs, aujourd'hui, on le dit aussi, qu'est-ce qu'on fait contre le terrorisme, qu'est-ce qu'on fait? Mais l'arsenal législatif, il est complet. Le tout, c'est une volonté. Alors ce qu'il faudrait, vous l'avez dit, mais ça c'est un autre sujet, mais ce qu'il faudrait, c'est évidemment élaguer considérablement. Les Romains avaient un avantage, la loi était inscrite dans la pierre. Donc elle doit être brève, hein. Parce que c'est long. Donc, d'où les formules vraiment frappées, c'est le cas de le dire. De même d'ailleurs que leurs orateurs ne disposaient pas de micro. Ce qui fait que la phrase doit être construite pour frapper. Et puis qu'il faut aussi de la voix. Ah voilà, donc nous sommes, nous les avocats, au même rang que les autres, et nous en souffrons. Ce que peut-être, ce qui devrait être notre mission, c'est de faire comprendre aux législateurs et au pouvoir politique les effets pervers de ces lois, parce que nous les vivons dans les situations particulières que nous vivons, que nous connaissons par nos clients. Nous avons le contact direct avec le justiciable qui subit les épreuves de la loi, ce que n'ont pas les législateurs. Et surtout qu'aujourd'hui, le législateur, c'est même plus le Parlement. Le Parlement encore avait un intérêt, c'est que les députés dans les campagnes électorales, autant ils faisaient de vraies campagnes électorales, avaient un contact direct avec la population, entendaient les gens, et donc pouvaient se faire l'écho de la population auprès du pouvoir central. Mais maintenant, les lois sont faites dans les cabinets ministériels par des séries de jeunes gens de l'ENA et autres, et de l'ENA d'ailleurs, bon, et puis ensuite elles sont entérinées par la majorité parlementaire qui de toute façon n'a pas discuté. Donc, vous n'avez pas de débat. Oui, mais l'amitié elle-même est dangereuse par certains côtés, car elle engendre les sectes. Et les sectes, en particulier, je pense à la franc-maçonnerie, c'est très clair, hein, on promet de ne jamais dénoncer quelque chose d'anormal. Alors, cher docteur,
je vous renvoie à Cicéron, quand on lui dit ça, il dit, mais là, l'amitié a une règle, c'est qu'on ne doit jamais soutenir un ami pour une chose mauvaise. Sinon, ça n'est plus un ami, c'est un complice. Donc, et ça, je peux vous dire qu'auprès des Corses, ça a été difficile à faire passer. Mais quand même, parce que sinon, vous n'êtes plus dans l'amitié. Vous n'êtes plus dans l'amitié. Et alors, il n'y avait pas de franc-maçonnerie en son temps, mais il y avait quand même, il prend l'exemple des Gracques, justement, ou alors ceux qui même m'ont poussé jusqu'à incendier le Capitole, ou Catilina, ou toute la bande de Catilina qui a été conduite par une amitié dépravée. Non, c'est vrai, mais c'est plus de l'amitié, c'est de la complicité. D'ailleurs, il le dit, il faut... alors, il décrit très très bien. Ça commence par... exactement ce que vous dites, parce qu'il pense à propos des amitiés politiques, c'est-à-dire des groupes. Donc il dit, ça commence par, on commence par être ensemble, et puis ensuite on commence par vous demander quelque chose dont vous sentez que vous ne devriez pas le faire, mais vous le faites quand même, parce que vous avez peur de fâcher, et après, en contrepartie, on vous en fait quelque chose, etc., et vous êtes prisonnier. Et donc c'est tout de suite, dit-il, qu'il faut tout de suite dire, non, c'est pas possible. Ah non, mais c'est une amitié élevée. C'est une vraie amitié, c'est pas la franc-maçonnerie. Le culte de la responsabilité, le culte de la responsabilité quand on conduit, ça permettrait d'éviter avoir le 80 km/h qui sert à rien. C'est du gaspillage honteux. C'est vrai. Là, à Cicéron, il n'y a rien parce qu'il n'y avait pas de limitation de vitesse. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Mais alors en plus... Maintenant... Ah si, il y a des voitures, il y en a énormément de voitures, il y a des accidents aussi. Mais avec l'informatique maintenant, c'est une calamité aussi. Hein. Il va falloir sélectionner un peu. Ouais. J'ai posé une petite question, d'abord pour vous remercier, Jacques. Hein, je vous écoute sur ce sujet avec une délectation, avec une très grande délectation. Cicéronienne. Cicéronienne, comme vous le devinez bien. Et oui, ma question serait, mais vous avez écrit ce livre, j'en ai fait la recension, il n'y a pas une phrase que vous mettez dans la bouche de Cicéron, et d'ailleurs de ses amis à lui, qui ne soit sortie de l'œuvre même de Cicéron, et c'est pour ça que c'est extrêmement, extrêmement vivant. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une sorte de propédeutique pour un renouveau. Dans le fond, vous montrez à quel point Cicéron a préparé les esprits à recevoir un message surnaturel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la déliquescence, je crois que c'est votre pensée profonde, mais je vous interroge là-dessus, en principe, on devrait avoir des évêques qui parlent, on va pas parler de ce qui est encore au-dessus, il devrait y avoir des autorités pour nous rappeler des messages essentiels, mais apparemment, c'est impossible, parce qu'il manque quelque chose pour recevoir. Et est-ce que votre propos n'est pas précisément de préparer les esprits de nouveau à recevoir une vraie leçon qui permettrait un redressement? Mais pour le moment, le grand malheur, c'est que les gens sont privés de tout, y compris des bases les plus naturelles. On est en train de tout détruire, la famille. Jamais, comme vous l'avez dit dans le cours de cette conférence, jamais Cicéron n'eût imaginé un mariage qui ne soit pas un mariage. C'était inconcevable dans son esprit. Et alors j'ajoute, parce que ma question est un tout petit peu complexe, parce que nous avons tous les deux le même souci politique, il est intéressant de voir comment Cicéron voulait maintenir, dans le fond, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la République conservatrice. Il essayait d'intéresser les conservateurs de l'époque, qui était le parti sénatorial. Il voulait l'intéresser au maintien de la cité, des mœurs, des lois, et puis il sentait bien que ce n'était plus possible, et que ça débouchait sur une guerre civile. Et là aussi, vous avez dit, il a pressenti le principal, et on voit bien que ses rapports avec César, surtout à la fin, puisqu'il est resté à Rome et qu'il a connu
César à Rome. Il a eu un sentiment que probablement c'était que c'était de ce côté-là que ça devait se retrouver. Et je voudrais avoir votre avis. Donc, une république conservatrice, c'est ce dont nous rêvons toujours quand on veut refaire une bonne république. Et la bonne république a peut-être existé dans des temps préhistoriques, mais elle n'a jamais existé concrètement. Si on veut maintenir les valeurs dites conservatrices, il n'y a d'autre issue qu'un principat qui doit se terminer par un octave qui devient un auguste. Enfin, voilà. Oui. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Oui. Mais en fait, alors moi j'étais hanté en faisant ce livre par un souvenir. Il y avait d'abord Maurras, parce qu'en fait, Maurras, c'est vraiment un grec et un romain parmi nous. Donc il a rapporté cela. Et en plus, c'est d'ailleurs, ça va très loin, parce que le conflit de Maurras avec un certain évangélisme, on le comprend beaucoup mieux quand on se retourne vers cette antiquité, parce que ce certain évangélisme qui n'est pas le christianisme, qui n'est pas le catholicisme, en fait est négateur de civilisation. Alors là, on a toute la civilisation, et moi, plusieurs fois je pensais que même des prêtres, même des évêques, pour pas aller plus loin, auraient intérêt à prendre des leçons chez ces grands païens. Parce qu'il y a un sens du sacré, il y a un sens de la piété, de la vraie piété, qui est très fort et très vivant. Et quand on pense que ces hommes ont été ainsi alors qu'ils n'avaient pas la révélation, et que nous, qui avons la révélation, nous vivons comme des sauvages, comme des barbares, alors qu'eux, qui n'avaient pas la révélation, tenaient à ce que véritablement, quand il parle des dieux ou du Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il ne dit pas, comme dit Lucrèce, que Dieu c'est ce qui fait peur, etc. Il ne dit pas ça. Il dit non pas par crainte, mais par honneur. Les dieux que nous devons honorer, non pas par crainte, mais par honneur. Et donc, c'est quelque chose c'est tendu vers cela. Et je pensais à un autre auteur dont on vient de rééditer le livre, Jean Madiran, avec son livre L'hérésie du XXe siècle, parce que quand il dit l'hérésie du XXe siècle, c'est la négation de la loi naturelle, et c'est l'hérésie des évêques. Et en fait, là, on a quand même, là, je crois le doigt est vraiment sur la plaie. Ceux qui devaient enseigner, plus à Dieu que ça change, bon. Et ceux qui devaient enseigner se sont tus. Ils n'ont rien dit. Et ils n'ont pas défendu la loi naturelle. Celle que nous avons reçue il y a très peu de temps ensemble à Radio Courtoisie, Aude Dugas, dans son livre sur le professeur Jérôme Lejeune, montre bien que lorsqu'il y a eu l'affaire de l'avortement, Simone Veil elle-même avait dit si les évêques de France avaient parlé, je ne sais pas si ça serait passé de la même façon. Donc, c'était bien la loi naturelle, là, quand même. Hein. Et cette loi naturelle, ils l'ont pas niée, ils l'ont tue. Et on n'en a plus parlé. Et dans le dernier message, alors, on dit que certains disent qu'il n'est pas de Benoît XVI, d'autres, enfin, je ne sais pas, mais dans le dernier message de Benoît XVI sur les scandales de l'Église, il dit aussi, c'est venu d'un moment où on a, dans les séminaires, on n'a plus enseigné la philosophie naturelle et la loi naturelle. On a voulu faire une morale uniquement à partir des préceptes évangéliques, et on a tourné en un subjectivisme et un relativisme total, parce que chacun faisait ce qu'il voulait avec la phrase. Bon. Et donc, on est bien dans ce cas de figure. Et ce cas de figure, c'est vraiment... Et donc, dans ce cas de figure, là, tout ce que l'Antiquité nous a apporté dans ce domaine, mais est d'une force considérable, parce que on peut dire, mais attendez, c'est même pas spécifiquement catholique ou chrétien. C'est la morale, la métaphysique naturelle de l'esprit humain, comme disait Bergson. C'est là qu'il y est, bon, c'est ça. Donc, déjà, ça nous donne une assise. Alors, en ce qui concerne l'origine politique, ce que j'ai découvert, et que je ne savais pas, c'est que Cicéron, en bon aristotélicien qu'il est, il n'est pas du tout démocrate. Non.
il est, en fait, il est il dit le régime le moins mauvais, parce qu'il est très modeste là-dessus, il n'y a pas de régime parfait, il y a des régimes plus ou moins mauvais. Bon. Le moins mauvais et le plus équilibré, c'est celui qui compose les trois formes de gouvernement, la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. La monarchie au sommet, l'aristocratie entourant le roi, et la démocratie, parce que sinon, le peuple n'a pas droit à la parole, et le peuple ne peut pas suivre ni comprendre ce qui est décidé. Donc il faut les trois. Et, alors ça, c'est pas lui qui le dit, c'est Scipion qui le dit. Enfin, Scipion, pour moi, Scipion, je pense que c'est Cicéron. Ouais. Bon. Et Scipion dit, moi, personnellement, parce que tout ça est nuancé, il y en a un qui est plus pour un côté et l'autre. Scipion dit, moi, personnellement, je suis plutôt pour la monarchie. D'abord, dit-il, parce que l'autorité, si elle existe, elle est une. Et si elle n'est pas une, ben, il n'y a pas d'autorité. Donc il faut qu'il y ait une autorité, et donc il faut que... Et puis, dit-il, il y a dans le mot de roi, il y a dans le nom du roi, quelque chose de paternel, qui ajoute plus que la brutalité de l'État. Enfin, je le dis, mais il y a quelque chose de paternel, et qui fait penser à la tendresse d'un père pour ses enfants. Et donc, il met très bien, non pas liberté, égalité, fraternité, mais tendresse, comme devise. Et ça donne aussi, on comprend, parce que ça va aussi avec la bienveillance, ça va aussi que la politique n'est pas une science froide. C'est un art humain qui s'exerce sur des hommes et avec des hommes. Il faut donc qu'elle soit animée par la même bienveillance que le droit. Et cette même tendresse, ça fait penser au mot d'Henri IV, la violente amour que je porte à mes sujets m'a toujours fait trouver pour eux tout agréable. Et donc c'est ça c'est cette âme-là. Et alors là, je pense que Cicéron, il est complètement, je dis pas royaliste, parce que c'est pas... à Rome, les rois, depuis Tarquin le Superbe, avaient une très mauvaise presse, donc ils ne voulaient pas recommencer un roi. Mais je pense que le royaume de France, tel qu'il s'est constitué dans notre histoire, c'est pas n'importe quelle monarchie. C'est pas n'importe quelle royauté non plus. C'est une royauté qui puise sa sagesse et sa source et sa tradition dans ce legs gréco-latin et chrétien. Et donc, oui, moi, c'est évident pour moi que c'est une nourriture de tous ceux qui aujourd'hui veulent refaire un royaume de France, et que, bon, les mots de république, mais le mot de république, il faut le comprendre à la Cicéron, c'est la chose publique, c'est la consécration à la chose publique, mais le roi lui-même était un défenseur de la République. Donc c'est pas la République contre le roi, c'est pas la République telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle qu'il nous la débite à chaque fois, c'est pas républicain, etc. Non, c'est même pas la citoyenneté, comme c'est pas citoyen et tout. Ça a toujours, chez nous, ça a un côté, dans notre histoire, dur, méchant, sanguinaire, etc. Alors qu'en fait, révolutionnaire. Alors qu'en fait, là, c'est l'ordre. C'est l'ordre, en fait, d'ailleurs, Rome, tout le monde le sait, c'est en fait une monarchie de consuls, tempérée par une aristocratie de Sénat. En fait, ceux qui gouvernent véritablement, c'est le Sénat. En fait, c'est une aristocratie. C'est une aristocratie qui ensuite a dégénéré. Mais quand véritablement il a fallu remettre les choses en place, c'est le Principat d'Auguste. Et c'est donc en fait la dictature qu'ils utilisaient beaucoup, mais par petits morceaux, puisque de temps en temps, il y avait un type qui était désigné comme le dictateur pour remettre les choses en place, et qui ensuite, comme Cincinnatus, retournait à sa charrue et laissait les institutions reprendre. Mais avec Auguste, il reste, il demeure, et quand même, l'Auguste Empire romain a duré quand même 4 siècles, 5 siècles. Quoi. Donc, mais je pense que le royaume de France, politiquement parlant, est beaucoup plus beau que l'Empire romain. En fait, là aussi, nous sommes héritiers d'un chef-d'œuvre dont nous ne voyons pas toujours toute la beauté. Et donc, je pense que ce qui frappe le plus chez les anciens, c'est ce sens de la piété naturelle. La piété envers ce qu'ont fait
les prédécesseurs, toutes les beautés qu'ils ont construites, etc. Et nous avons, aujourd'hui, nous avons perdu ça. Je ne vais pas citer le nom, par charité chrétienne, mais le jour, la nuit de l'incendie de Notre-Dame, j'ai entendu sur une télévision un journaliste chrétien, dont je ne veux pas citer le nom, mais qui était invité comme journaliste chrétien, qui a commencé, qui est arrivé en disant « D'abord, c'est que des pierres. » Et parce que vous pouvez le dire, pour nous, c'est l'Église, c'est les pierres vivantes, etc. Non, mais je veux dire, tes pierres vivantes, dans 10 ans, elles ne sont plus là. Dans 50 ans, elles ne sont plus là. Les pierres, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Moi, j'ai cité ça à une avocate qui est dans mon cabinet, qui est d'origine musulmane. Enfin, elle n'est plus tellement, mais elle est quand même d'origine musulmane. Elle m'a regardé, elle n'emploie pas un mot plus que l'autre, elle m'a dit « Mais c'est un coup !» Je dis « C'est exactement ça. » Et en fait, quel grec aurait dit devant le Parthénon, c'est un tas de pierres? C'est pas possible. Il y a une vraie... Donc, il y a une piété et le sens de ce que représente l'art. L'art est déjà une manifestation de la divinité. Bon, donc, alors oublions ça, mais ça dit quand même un certain vandalisme qui se prétend chrétien et très spirituel, et qui en fait est un sauvage. Et le projet de réflexion, c'est du même. Eh ben oui, on peut craindre tout ça. En même temps, il faut quand même dire que finalement la vague générale a balayé tout ça et l'émotion a quand même été extraordinaire à l'échelle de la planète. Hein. Ceux qui trouvent que, comme disait Maurras, c'est pas la quantité qui compte, mais la claire et douce qualité, parce que finalement tout le monde était on mesure, je crois qu'on mesurait même plus nous ce qu'était Notre-Dame pour le monde entier. Bon, mais ça nous en traite. Richard, vous concluez En incitant les gens à se procurer le livre. Merci maître pour et cette belle conférence. Et vous nous avez fait installer à la terrasse avec vos amis. Et merci beaucoup de nous avoir fait participer. Pour ceux qui veulent poursuivre la conversation, puisque sinon on aurait besoin d'entendre encore maître Trémollet-Villers pendant 2 heures, le bouquin est là-bas. Donc courez l'acheter. Il n'en a pas assez. Je veux voir un flux immédiat et maître Trémollet-Villers aura la gentillesse de les dédicacer. Merci beaucoup et on se voit Et la prochaine dans un mois. Dans un mois, ça sera Jean Sévillia. Jean Sévillia. Et c'est le 11 juin. Le 11 juin. Le 11 juin, Jean Sévillia, ici ou en bas. Sur la guerre d'Algérie est-elle terminée? Merci.